Et bonjour à tous, bienvenue dans La Voix Libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Le premier tour des législatives, c'est dimanche prochain, le 10 juin, vous le savez. Et dans cette émission, un débat très attendu en direct avec les principaux candidats de la 11e circonscription du Pas-de-Calais où la situation s'est singulièrement tendue ces derniers jours. Un débat en deux parties. Nous aborderons bien évidemment d'abord les questions de fond. L'emploi sera au cœur des discussions. Après le Flash Info, la seconde partie de La Voix Libre et nous parlerons du climat de cette campagne, il faut bien le dire, médiatique pour le moins. Et pour pimenter ce débat, Véronique Marchand est à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors voulez-vous d'abord nous présenter les invités qui sont autour de cette table, s'il vous plaît? Par ordre alphabétique, Philippe Kemel, PS, candidat pour la majorité présidentielle. Bonjour. Marine Le Pen, FN, candidate du Rassemblement Bleu Marine. Jean-Luc Mélenchon, parti de gauche, candidat pour le Front de gauche. Marine Tondelier, candidate Europe Écologie Les Verts. Et Jean Urbaniak, Modem, investi par l'UMP, mais candidat sans étiquette pour la préfecture. Merci Véronique, mesdames, messieurs, bonjour. Alors on va d'abord voir à quoi ressemble cette 11e circonscription du Pas-de-Calais. Vous la voyez, c'est celle d'Hénin-Carvin, Noyelles-Godault, 130 000 habitants, 6 cantons, 14 candidats, dont 10 à gauche. Et au second tour de la présidentielle, François Hollande y est arrivé en tête avec 60,44% des voix. Véronique, c'est parti pour un premier tour de table sur la manière dont nos invités conçoivent leur rôle peut-être futur de député. Alors vous voulez tous devenir députés, mais pourquoi faire? On sait qu'il y a en gros deux catégories de députés. Il y a ceux qui considèrent qu'ils sont d'abord à l'Assemblée pour discuter, voter la loi, qui passent leur nuit en séance et à travailler en commission. Puis il y a ceux qui privilégient leur ancrage local, qui sillonnent leur circonscription à la rencontre de leurs électeurs. Et vous, Marine Le Pen? Pourquoi l'un empêche l'autre? Ne m'apparaît pas. Moi, je veux entrer à l'Assemblée parce que les idées que je porte n'y sont pas représentées, que je représente près de 20% des Français qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée, ce qui est un pur déni démocratique, et des députés, y compris d'opposition, d'une opposition féroce, peuvent être fondamentaux. C'est ainsi que, par exemple, aux Pays-Bas, un groupe de députés a réussi à empêcher le énième plan d'austérité qui devait être imposé au pays. Ben voilà ce que je veux faire, entre autres. Jean Urbaniak, vous avez déjà été député de cette circonscription. Exactement. Oui. Comment vous le considérez aujourd'hui, ce rôle de député? Mais moi, je considère avant tout qu'au regard de la situation économique de notre pays, le futur député doit être avant tout quelqu'un qui sache rassembler. Rassembler pour mieux voter. C'est vrai, vous avez dit que j'étais sans étiquette, progressivement soutenu par plusieurs partis politiques. Et donc, je pense que dans un contexte difficile, avec des textes de loi qui vont être soumis à l'approbation des parlementaires, il va falloir dépasser les clivages politiques traditionnels et être disponible pour pouvoir répondre aux interrogations des Français. Marine Tondelier, quel député voulez-vous être? Marine députée, ça me va aussi. Moi, je pense que quand on est député, déjà l'important c'est de travailler. C'est-à-dire qu'on est élu député par respect pour ses électeurs, que ce soit dans la circonscription ou au niveau national. C'est être présent en commission, c'est déposer des amendements. Il y a des gens qui sont élus, qui ont déposé au Parlement européen 0 amendement depuis 2004. C'est ça aussi qu'il faut voir. Surtout dans une circonscription où on a un amoncellement de problèmes. C'est-à-dire que Hénin-Beaumont a besoin, et la circonscription a besoin de députés qui travaillent sur les problèmes locaux et sur les problèmes nationaux. Philippe Kemel. François Hollande est président de la République. Il s'est engagé sur 60 propositions qui vont véritablement faire le changement maintenant. Je suis le candidat François Hollande dans cette circonscription. Bien sûr, j'aurai d'abord la mission de voter à l'Assemblée, après débat, l'ensemble des projets de loi. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, l'État, François Hollande, Jean-Marc Ayrault auront un regard sur cette circonscription, sur notre territoire, on sait combien on pourra faire évoluer les projets que nous sommes en train de travailler. Ce sera la mission que je me donnerai. Merci Philippe Kemel. On termine ce tour de table avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux être député pour être député. Donc déjà, je commence par dire que le député s'occupe de la nation. Que l'on sillonne ou pas la circonscription est une toute autre question. Nous nous occupons de la France et de tous les Français. Donc ce n'est pas une super élection municipale ou un super conseiller général qu'on va élire. Je demande qu'on s'en souvienne. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, je m'engage à n'être que député. Et je pose la question peut-être de savoir si les autres prennent le même engagement. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire son travail correctement. Et j'en parle en connaissance de cause. J'ai été cumulard dans le passé. On ne peut pas faire correctement le travail si on cumule les mandats. Donc, voilà, je serai député et que député. Alors, est-ce que vous,
vous serez que député et pas conseiller régional? Est-ce que vous serez que député et pas maire de On posera Carvin? la question. Je crois qu'il faut faire qu'une seule chose à la fois. Alors, on garde la main avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Dès l'annonce de votre candidature, vous avez été évidemment accusé d'être parachuté, ce que vous avez d'ailleurs assumé. Alors, avant vous, on le rappelle, en Nord-Pas-de-Calais, bien d'autres ont été parachutés avec un certain succès électoral. Exemple Jean-Louis Borloo, exemple Martine Aubry ou exemple Marine Le Pen. Le parachutage d'ailleurs des candidats est très bien partagé et exercé dans cette région au sein de chaque département. Handicap et éventuellement avantage du parachutage. Pour moi, la situation est telle que je peux dire que c'est ma principale qualité. C'est-à-dire que je n'ai rien à voir avec les embrouilles qu'il y a aujourd'hui entre mes camarades socialistes. Je n'ai rien à voir avec ça. Je serai le représentant de tout le monde. Ici, autour de la table, il y a des gens qui aspirent ou qui sont élus d'une commune. Donc moi, je ne représenterai aucune commune en particulier. Madame Le Pen, c'est Hénin-Beaumont, vous, c'est Carvin, etc. Bon, donc moi, non, je représenterai tout le monde. Donc ça, c'est un avantage. Troisième élément, le parachutage, je vais vous dire, pas dans la 11e circonscription, s'il vous plaît. Nous sommes tous parachutés. Il y a là des enfants de parachutistes de toutes les nations du monde. Il y a 92 nations représentées. Donc stop avec ça. Hein. Nous sommes français partout, et comme français, je suis chez moi partout. Bon, Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup pour votre réponse. Cette question s'adresse à vous tous. Députés dans la majorité ou dans l'opposition, ce n'est pas la même chose. Hein. Si les Français donnent une majorité de gauche, même courte, à François Hollande, qui parmi vous se situera clairement dans la majorité, qui parmi vous se situera clairement dans l'opposition? Voilà, cette question, par exemple, se pose à vous d'abord, M. Kemmel. Je serai le soutien sans faille à la politique de Jean-Marc Ayrault, aux orientations données par François Hollande. Un godillot, quoi. Il est toujours, bien sûr, avec le débat. Et le débat sera un débat, justement, en prenant en compte notre territoire. Quand, par exemple, sur la plateforme Delta 3, nous avons aujourd'hui des difficultés pour mener l'extension. Quand, par exemple, sur le canal Seine-Nord, il y a véritablement des enjeux qui dépendent de la politique européenne, pouvoir permettre des financements européens sur le canal Seine-Nord. J'aurais souhaité d'ailleurs que M. Mélenchon prenne peut-être au Parlement européen davantage ce dossier en charge, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, Madame Le Pen a dû s'en occuper. Et donc, pourquoi vous lui demandez pas? Elle est élue, elle aussi. Et donc, j'aurais souhaité cela. Mais nous sommes normalement, nous avons un devoir de travailler ensemble. Et cela n'a pas été fait. Donc, ce qui veut dire que véritablement, à partir du moment où on connaît les dossiers du territoire, en rencontrant les personnes du territoire qui ont des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes d'emploi, nous pouvons faire évoluer les lois, justement, en fonction de ces problématiques locales. Savoir harmoniser le national et le local, c'est véritablement cela qui fait la qualité d'un député et la qualité d'un homme politique qui se doit d'être en permanence à l'écoute de sa population. Marine Tondelier, brièvement, sans état d'âme, dans une éventuelle future majorité de gauche, sans état d'âme. C'est pas un secret, on a 2 ministres au gouvernement, donc je pense que c'est pas un secret, mais par contre, je pense qu'une majorité colorée, c'est-à-dire une majorité rose, rouge et verte, c'est ça qui permettra aussi de mettre en valeur toutes les idées des Français, les idées les plus représentées au premier tour de l'élection présidentielle et législative, et c'est pour ça que c'est important plus que jamais qu'on ait des députés socialistes, certes, mais aussi des députés écologistes et du Front de gauche. Marine Le Pen, qu'elle soit rose ou qu'elle soit bleue, vous serez de toute façon dans l'opposition? Bien sûr, puisque je suis dans l'opposition depuis de nombreuses années à ce système UMPS que je combats. Mais je trouve un petit peu facile, permettez-moi, mais je trouve un petit peu facile de se dégager comme ça de ce qui a pu se faire par le passé, parce qu'il y a M. Kemmel et M. Mélenchon qui ici peuvent assumer quand même ce qui s'est déroulé en accord avec le PS et le PC depuis des années. M. Mélenchon, vous assumez d'être parachuté, c'est bien, mais vous avez été réceptionné. Vous avez été réceptionné par des gens qui ont eu des responsabilités dans les affaires d'Allongeville, etc. Je vous rappelle que Mme Policante, M. Policante, M. Noël, M. David Noël, Mme Soudé, tous ces gens-là étaient adjoints. Vous magouillez sur les parkings de Babou, tout était adjoint. Non, ils étaient adjoints de d'Allongeville. Et je vais vous dire même que quand M. Noël, souvenez-vous, moi j'étais au conseil municipal. Quand M. Noël s'est fait retirer sa délégation par M. d'Allongeville, il était tellement furieux qu'il était dans le tribunal administratif pour demander à être réintégré. C'est vous qui n'avez pas voulu démissionner, Mme Le Pen. Alors assumez ça, assumez vos amis. Si vous respectez les téléspectateurs, moi j'y étais pas au conseil municipal. Non mais eux ils y étaient. Vous y étiez. Attendez, M. Mélenchon. Vous trouviez la place tellement bonne que vous vouliez pas. Ils ont voté l'augmentation de 85% des impôts, vos amis qui vous soutiennent.
soutiennent aujourd'hui. Résolument dans l'opposition, vous risquez de affaires. marginaliser votre circonscription. En étant résolument dans l'opposition, vous pouvez aussi marginaliser votre circonscription, attirer des dossiers si vous avez un gouvernement qui ne vous est pas favorable en face de très vous. bien. Est-ce que vous ne risquez pas de marginaliser votre mais circonscription? très bien. Écoutez, c'est bien que vous rappeliez à ceux qui nous regardent la manière dont fonctionne la politique dans ce département, qui est en réalité un département où on achète, n'est-ce pas, où on fait du clientélisme, où on fait de l'électoralisme, où on va pour apporter tel ou tel sou de telle ou telle réserve parlementaire pour essayer de se faire réélire. Eh bien, ça n'est pas ma vision. Moi, je défends, et depuis de très nombreuses années, vous le savez, sur des sujets bien particuliers, on peut m'accuser de tout, sauf de ne pas avoir combattu dans cette circonscription, notamment contre la corruption, avec tout de même un certain succès. Sauf que Marine Le Pen, si vous êtes élu député, votre réserve parlementaire, vous l'utiliserez vous aussi. Jean Urbaniak, dans quelle situation allez-vous être s'il y a vague bleue? Serez-vous résolument sans état d'âme dans l'opposition ou dans la majorité? Alors, je vous ai rappelé en introduction que je m'étais présenté sans étiquette. C'est une conception très particulière que mes collègues n'ont pas. Elle est justifiée par deux motivations. La première, ça me permet de conduire une campagne en toute liberté. Je ne suis pas financé par quelque parti politique que ce soit, mais par moi-même. Et deuxièmement, et surtout, je suis entré dans une stratégie de gouvernement qui me permettra demain d'apprécier au cas par cas chaque texte de loi qui sera soumis au vote des députés et de favoriser naturellement les textes qui sont favorables à notre population et de voter contre ceux qui me paraissent difficiles à comprendre par rapport aux intérêts de cette population. Ça, c'est le premier point. Je voudrais aussi ajouter, parce que M. Mélenchon n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement, que j'ai bien compris par rapport au parachutage. Il a raison quand il dit que le député est un député de la nation. Simplement, M. Mélenchon, un parachutage réussi est un parachutage qui est suivi d'un atterrissage. Il faut malgré tout se positionner sur le terrain de sa circonscription. Car vous avez commencé à avoir un dialogue avec les gens qui habitent chez nous. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ce que vous n'avez pas voulu dire, ce que vous ne souhaitez pas, c'est-à-dire quand même un super conseiller municipal qui gère leurs problématiques. Et cet aspect du problème, il ne doit pas être ignoré par un député qui doit quand même consacrer énormément de temps à ses concitoyens et à leurs problèmes. Merci beaucoup, Jean-Yves Mélenchon. Très court, vous ne voulez pas être un godillot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va bien falloir à un moment donné composer avec le gouvernement. Bien sûr. Moi, je ne suis pas l'opposition systématique. Madame Le Pen, elle ne sert à rien depuis 40 ans. Moi, non. J'ai participé à des majorités. Je suis heureux d'avoir voté la retraite à 60 ans en 81. Je suis positif et concret. Bon, là, je ne peux pas me classer dans la majorité, puisque nous avons appelé à faire la défaite de Sarkozy. Elle ne se faisait pas sans nous. Et la victoire de François Hollande. Pour autant, je n'ai pas signé le programme socialiste. Donc, je défendrai mon programme à l'Assemblée nationale. Bon, on l'a lu ou on ne l'a pas lu. Mais je veux dire une chose quand même, solennellement devant vous. Jamais je ne voterai une motion de censure qui fasse tomber le gouvernement de gauche. Jamais. C'est l'engagement solennel. On aura des discussions dures, des amendements. Il y a des textes qu'on ne votera pas. Peut-être qu'on ne votera pas le budget à certains moments. Mais jamais nous ne serons ceux qui empêchent le gouvernement d'assumer le rôle que la nation lui aura confié parce qu'il est majoritaire. Jean-Yves Mélenchon, merci. Sur le terrain de l'emploi, une 11e circonscription sinistrée en termes d'emploi. On le sait, avec un taux de chômage très au-dessus de la moyenne nationale, frôlant les 20% dans la ville principale qui est Hénin-Beaumont. Près de 32 000 emplois détruits en 2 ans dans le bassin minier. Alors c'est dire si les futurs élus sont attendus sur le terrain de l'emploi, Véronique. Et en matière de sauvegarde et de création d'emplois, question toute simple, est-ce que vous proposez à vos électeurs, pour ces législatives, de défendre tout simplement les mesures pour l'emploi du programme présidentiel que vous avez soutenu il y a quelques semaines, et du coup, quelle est la mesure prioritaire que vous préconisez, Marine Le Pen? Bah oui, bien sûr. J'ai été candidate à la présidentielle, par conséquent, j'ai pas changé d'avis depuis, voyez-vous. Donc, tout le monde ici n'a pas été candidat à la présidentielle. Bon, clairement, les habitants ont très bien compris, ils ont peut-être été les premiers d'ailleurs, quelles étaient les conséquences de l'Europe ultralibérale sur leur vie de tous les jours. Ils ont compris que l'absence de protection aux frontières, la concurrence déloyale avec lesquelles on les mettait avec des pays à très bas coût, était ce qui avait entraîné les fermetures d'usines, les délocalisations. Et il faut donc, et je crois qu'ils sont d'accord avec cela, se protéger, et notamment par un protectionnisme intelligent. Ils trouvent scandaleux, et ils ont raison, que les entreprises françaises ne soient pas prioritaires dans les marchés publics, des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'État. Évidemment,
évidemment, il faut le faire. Mais l'Union européenne nous l'interdit. Toujours cette Union européenne, qui est d'ailleurs défendue par tout le monde sur ce plateau, sauf par moi. Et puis je suis, vous le savez, pour la priorité nationale à l'emploi. Je pense que quand on est français en France, à compétences égales, il faut que l'on ait une priorité d'accès à l'emploi et d'ailleurs au logement, ce que je continuerai à défendre. Philippe Kemel, mesures prioritaires. Mesures prioritaires, d'abord, sur un territoire qui est le nôtre, qui a connu beaucoup d'emplois à cause de patrons voyous, c'est de faire en sorte, par la loi, qu'il n'y ait plus de comportements spéculatifs pour gérer les entreprises. Cela me semble la première des priorités. La deuxième priorité, il y a le contrat de génération. Ce contrat de génération va permettre notamment dans les PME de faire en sorte qu'il y ait des possibilités de conforter l'emploi des seniors et d'employer des jeunes. Et vous savez combien je suis attaché ici à l'apprentissage dans cette région, ayant négocié récemment le contrat d'objectifs et de moyens, combien je ferai pour que dans le contrat de génération, on y intègre aussi l'apprentissage. Deux mesures qui me semblent importantes et on y ajoutera aussi tout le développement autour de la plateforme logistique. Ce sont les trois éléments qui vont nous permettre véritablement de donner de l'espérance à nos habitants. Jean-Luc Mélenchon. Alors arrêter l'hémorragie, relancer l'activité, parer aux frontières. Mais je commence par les choses concrètes, ne pas faire des phrases sur l'Europe qui, l'Europe que et tout ça. Il y a des mesures qui doivent être prises et ce sont des mesures anticapitalistes, contre la domination de la finance, concrètes et claires. Premièrement, un moratoire. On arrête de licencier jusqu'à ce que la nouvelle Assemblée nationale soit réunie. Parce que nous pouvons prendre dans la nouvelle Assemblée nationale des mesures. Quelles mesures ? Le droit de veto des comités d'entreprise sur les décisions stratégiques. Ça aurait empêché l'affaire Samsonite. Deuxièmement, possibilité pour les travailleurs, lorsque l'entreprise est abandonnée, d'en assumer la propriété sous la forme de coopérative ouvrière. Ça donne 6 francs. Troisième élément, la réquisition lorsqu'une entreprise est d'intérêt général et national, comme c'est le cas pour Merrill Fiber, qui est la seule entreprise qui produit du fil nylon en France et en Europe. De la circonscription voisine. Oui, peut-être circonscription voisine, mais les gens, ils habitent partout, d'accord ? Il faut voir grand angle. Et le grand angle, c'est en finir avec le grand pouvoir de la finance et redonner du pouvoir aux travailleurs. Marine Tondelier. Alors, avant de répondre, je veux juste apporter une petite précision par rapport à ce qu'a dit Mme Le Pen quand elle dit que l'Europe, ça ne sert à rien. Je rappellerai quand même que quand elle a démissionné du conseil municipal d'Hénin-Beaumont en février 2011 pour éviter le cumul des mandats, elle a précisé qu'elle le faisait au nom de l'efficacité politique parce qu'elle serait plus utile à Bruxelles pour défendre les Héninois. Donc si ça ne sert à rien et si c'est pour les préserver de toutes les décisions de l'Union européenne que vous avez soutenues en toutes circonstances et qui aujourd'hui les mettent dans une misère noire. Oui, ça c'est sûr. Ça suppose aussi d'être présente là-bas et de travailler, mais ça c'est une autre chose. Sur l'emploi, oui, mais sur l'emploi. Donc nous, notre programme au présidentiel, c'était 1 million d'emplois verts créés en 5 ans. C'était pas un chiffre comme ça, c'était chiffré, budgétisé, etc. Ce sont des emplois qui sont durables. Ce sont des emplois qui ne sont non délocalisables et qui sont bons pour la santé. Parce que ça c'est important sur la circonscription, sur une circonscription qui a souffert de l'amiante, de la silicose, d'énormément de maladies professionnelles. C'est un combat très très dur. Et donc, laissez-moi finir si vous permettez, on a 13% des sites les plus pollués de France qui se trouvent dans le bassin minier. Pourquoi ? Parce que quand les mines ont fermé, on a tiré tout ce qu'on pouvait attirer au nom de l'emploi. Certes, c'était un calcul intelligent, sauf qu'aujourd'hui les gens sont malades. Et ça, je le sais, je le sens sur le marché que quand on parle de santé, ça touche les gens. Voilà. Jean Urbaniak, mesures prioritaires. Oui, je voudrais remercier d'abord Mme Tondelier. Je suis le maire d'une ville de 5000 habitants où on a créé près de 2000 emplois. Et lorsqu'on a fermé Métal Europe il y a maintenant 9 ans, on l'a remplacé effectivement par une entreprise de développement durable, l'éco-industrie. Et je pense que cette mutation est tout à fait favorable au développement du territoire. Donc, on va dans le bon sens. Maintenant, la vraie problématique qui nous est posée, je reviens un peu sur ce qu'avait dit tout à l'heure M. Mélenchon, c'est pas la création d'emplois, c'est les problèmes de maintien des emplois existants. Et à cet égard, je pense qu'on a besoin rapidement d'argent. Donc, moi, ce que je préconise, c'est qu'on revienne sur un certain nombre de débats sur lesquels les présidentielles n'ont pas donné de solution. Je pense par exemple à la TVA sociale. Rappelez-vous, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, François Hollande, il était favorable à la TVA sociale. On sait très bien, et les élus de gauche me le disent toujours, ça va faire baisser les possibilités des publics de pouvoir manger. Dites-nous s'il vous plaît, sur les patrons voyous, parce que cette circonscription en est emblématique, avec Métal Europe, c'est Chirac d'ailleurs qui avait employé cette expression en 2003 lors de la fermeture, avec Samsonite, on peut parler éventuellement de... La pression des actionnaires. A parlé de patrons voyous. Qu'est-ce que le meilleur député du monde peut faire contre les patrons voyous ?
Mais attendez, je croyais vous l'avoir dit. Tout d'abord les condamner. Faire en sorte que la justice condamne les patrons voyous. Mais pour ça, il faut la loi, cher ami. Pour cela, et donc c'était donc, le député fait la loi. Le député fait la loi. Le licenciement boursier. Non, il faut une loi plus large que les licenciements boursiers. Ce n'est pas seulement suffisant. Et il faut une majorité pour la voter, cette fois. Il faut surtout... Vous la voterez alors, monsieur Kemel? Vos amis vont voter avec moi la loi contre les licenciements boursiers, oui ou non? Je vais faire en sorte au Parlement qu'il y ait des lois qui feront qu'il n'y aura plus de possibilité d'avoir des montages d'entreprises qui seront spéculatifs. Et à partir de ce moment, au Sénat avec moi, donc à l'Assemblée, ils voteront avec moi aussi. Je ferai en sorte que la loi soit bien plus large. Je ferai en sorte que la loi soit bien plus large pour que véritablement il n'y ait plus ce comportement et que la justice puisse faire son travail. Une loi comme celle-ci, vous pourriez la voter, Marine Le Pen. Moi, que les choses soient claires. Moi, les patrons voyous, je n'ai absolument aucune complaisance pour eux. Mais j'aimerais bien qu'on ait aussi aucune complaisance pour les élus voyous. Vous voyez? Ceux qui ont spéculé avec l'argent des contribuables. Ceux qui ont spéculé avec l'argent des logements miniers. Ça, ce serait bien aussi. Hein? Parce qu'il faut aussi que la classe politique commence par balayer devant sa porte. Et celui-là, personne ne s'en est désolidarisé pendant des années et des années, alors que tout le monde savait ce qui se passait. Voilà. Non, madame. On avait Marie-Tournelle, s'il vous plaît. Vous l'avez pour Que vous condamniez, on le comprend, mais dites pas que tout le monde savait, parce que c'est pas vrai. Monsieur Mélenchon, Monsieur Kemel ne savait pas, je ne savais pas. Non, moi, je voulais juste préciser vous le saviez Tous les élus PS PS siégeaient à tous ces conseils d'administration de la SOGI Norpa, etc. Ne me dites pas qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a deux Marines sur le plateau. Oui, et on laisse la parole à la deuxième. Oui, je voulais juste dire, parce qu'on expliquait en tant que député ce qu'on allait faire contre les patrons voyous, par exemple. Juste rappeler une chose, c'est qu'un député, c'est pas un président de la République. Un député, il n'a pas tous les pouvoirs, et un député, il ne prend pas les décisions de l'État. Alors, on a un certain point par son groupe politique, mais le but d'un député, c'est, avec son groupe politique, de s'en sortir. Donc ça, je vais être très clair là-dessus aussi, on ne va pas dire qu'en tant que député de la 11e circonscription, on va interdire les patrons voyous, etc. On ne sera pas omnipotent en tant que député de la 11e circonscription. Il faut pour cela un groupe politique et une majorité au Parlement, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a plus grave que les patrons voyous. Il y a les patrons incompétents. Et si nous avons beaucoup souffert dans notre région, c'est parce qu'on avait des chefs d'entreprise qui n'ont pas investi. Lorsque vous visitez... Les voyous, c'est pire que les incompétents, monsieur Oui, Reignac, ils sont plus nombreux, les incompétents. Le problème, il est là, c'est qu'ils sont plus nombreux. Les patrons voyous, on peut les montrer du doigt, on peut les condamner. Les patrons incompétents restent à leur place. Et nous avons beaucoup d'entreprises nationales qui, aujourd'hui, perdent de l'argent parce qu'il n'y a pas de stratégie entrepreneuriale. Et à ce niveau-là, je pense que le gouvernement devrait, notamment quand il est au conseil d'administration des entreprises, prendre des mesures. Ce sera le rôle d'ailleurs de la banque d'investissement qui permettra de financer les PME avec véritablement des protocoles qui sont des protocoles d'observation, d'accompagnement des entreprises. Et c'est comme cela, effectivement, c'est comme cela que nous allons conforter véritablement les entreprises de notre territoire. Non, mais bon, je ne vais pas répondre à chacun. Les circonstances ne le permettent pas, compte tenu du temps de parole que nous avons. Mais une banque d'investissement, ça existe déjà. Ça s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Et il y a un fonds industriel stratégique. Qu'est-ce qu'ils en font? Comment se fait-il qu'on ait donné 1000 milliards aux banques en Europe et qu'il n'y en a plus un sou dans l'économie réelle? Et je vois une entreprise comme Durisotti qui a été fermée. Celle-là, elle est bien dans la 11e circonscription, n'est-ce pas? Elle a été fermée. Pourquoi? Le carnet de commandes est plein, le produit est bon. Qu'est-ce qui manque? Les crédits qui permettraient à cette entreprise d'avoir une trésorerie. L'entreprise ferme. Pourquoi? Où est l'argent? Donc c'est là que vient le pôle financier public dont nous parlons. Voilà, c'est pas seulement une banque d'investissement, mon vieux Philippe. C'est pas que ça. C'est bien parce que la banque d'investissement ne remplit pas son rôle aujourd'hui. La Caisse des dépôts n'est pas suffisamment. Mais tu changes le mandat du fonds stratégique industriel et ça y est. On n'est pas structuré pour cela. Un petit peu technique. On a parlé de l'emploi, on a parlé d'économie. Merci beaucoup. Nous savons que si nous prenons ces mesures-là, qui sont les mesures des 60 propositions, parmi les 60 propositions de François Hollande, effectivement, nous pourrons mieux accompagner les entreprises et particulièrement les PME. Merci Philippe Kemel. Sur le plan de la retraite à présent, Marine Le Pen, vous aviez dans votre programme le retour progressif à la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Si la gauche l'emporte, une loi va rétablir la retraite à 60 ans avec 41 années de cotisation pour ceux qui ont commencé tôt. Est-ce que vous voterez cette loi? Est-ce que vous irez dans le sens du gouvernement? Ah, je voterai cette loi, mais je trouve qu'elle est pas elle va pas assez loin, justement. Moi, je crois que les 40 annuités pour avoir une retraite pleine sont parfaitement supportables pour notre économie. Encore faut-il, effectivement, pas faire des dépenses nuisibles que je considère comme des dépenses nuisibles, par exemple, l'ensemble des investissements qu'on fait au travers du monde, la prise en charge de toute la misère du monde, etc., etc. Et à cette condition-là, eh bien, on peut parfaitement mettre en
en œuvre une retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ça fait quand même bien longtemps qu'on le dit et je me retrouve dans ces conditions à faire plus de social que les socialistes. Alors c'est quand même assez inquiétant. En 30 secondes, Jean-Luc Mélenchon, vous partagez ce que vient de dire Marine Le Pen? C'est-à-dire qu'elle le partage avec moi, car je voudrais rappeler que la retraite à 60 ans, son père était jusqu'à une date récente contre, et que c'est nous, la gauche... Il était pour ou contre quoi, attendez, Mélenchon il était pour la retraite à 65 ans et vous étiez pour la retraite par capitalisation. Mais madame, faux, vous avez le droit de changer d'avis, et je suis content de voir que vous venez à récipicence. Mais je voudrais rappeler à tout le monde que la retraite à 60 ans, c'est la gauche qui l'a acquis en 1980 avec François Mitterrand. Eh bien, de vous voir mitterrandiste, madame, ça me fait plaisir. On rétablira la retraite à 60 ans, si c'est le Front de gauche, fera ce travail, car hélas, mes camarades socialistes, eux, ne croient pas à ça possible. Moi, je le crois, et j'ai démontré qu'on pouvait le financer de manière très précise, et vous serez d'accord avec moi, pour taxer le grand capital, et pour taxer la trésorerie des entreprises. Vous savez qu'il y en a pour des milliards, et voilà comment nous arrivons. Je vais vous dire avec quoi je ne vais pas être d'accord avec vous, monsieur Mélenchon. Je vais vous dire avec quoi je ne vais pas être d'accord. Nous allons faire une petite pause, s'il vous plaît, et avant cela, je vous laisse découvrir, c'est très important, la palette avec les noms. Madame Le Pen, Madame Le Pen, s'il vous plaît, il faut absolument vous envoyer, s'il vous plaît, la palette. Messieurs, s'il vous plaît, si vous respectez les téléspectateurs, on va pouvoir avancer. Voici les noms des autres candidats de la 11e circonscription qu'on ne pouvait pas inviter pour des raisons évidentes de clarté du débat. Monsieur Kemal, s'il vous plaît, tout de suite, c'est l'heure du Flash Info avec Christelle Massin. On se retrouve tout de suite après trois petites minutes pour parler de l'ambiance si particulière. On a déjà amorcé un peu cet aspect du débat dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais. À tout de suite. Merci Christelle, et retour dans La Voix est libre pour la seconde partie de notre débat sur la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Et changement d'ambiance après les questions de fond de la première partie. Abordons le climat de cette campagne et ces derniers jours, un tract qui a fait beaucoup parler, Véronique. Oui, c'est l'histoire de ce tract faussement attribué à Jean-Luc Mélenchon, appelant à voter pour lui sur fond vert avec une phrase en arabe. Vous allez le voir en image. Tract que vous avez assumé, Marine Le Pen, en annonçant même qu'il y en aurait un deuxième. Votre suppléant, Jean-Luc Mélenchon, a d'ailleurs porté plainte. Alors, sincèrement, est-ce que cet épisode vous semble digne de ce que les électeurs attendent de personnes, de députés qui prétendent les représenter, Marine Le Pen? Les électeurs, ils attendent qu'on parle du fond de la politique. Voilà. Et ils ont besoin de savoir que M. Mélenchon est un immigrationniste fou. Je suis d'ailleurs étonné de sa réaction, très honnêtement, parce que faut assumer dans la vie. Faut assumer. Est-ce que vous avez tenu... C'est pas une fausse photo, c'est pas une fausse phrase, c'est une phrase qui a été prononcée. Monsieur Mélenchon est pour la régularisation des clandestins. On se demande d'ailleurs combien vous allez en accueillir dans la circonscription si jamais par malheur vous êtes élu. Donc moi, les pleurnicheries de chochotte comme ça, oh c'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc. On a fait un faux tract. Je trouve ça quand même assez pathétique. Assumez donc, n'ayez pas honte de vos positions, monsieur Mélenchon. Vous avez envie d'ouvrir la circonscription aux Roms, vous avez envie d'ouvrir la circonscription aux clandestins. Il n'y a pas que lui. Vous accueillez cet après-midi. Aux Martiens, madame. Mais oui, vous accueillez cet après-midi. Les Martiens et les Vénusiens, vous les oubliez. Vous accueillez, monsieur, les clandestins à votre QG de campagne qui viennent faire. Il y en a 150 qui arrivent là pour venir vous rendre hommage. On se demande ce que ça va donner après. Et alors, on va les laisser répondre. Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Bon, on a le droit d'avoir un débat sur l'immigration. Madame Le Pen, on connaît cette espèce de phobie qui fait qu'elle ne pense qu'à ça sur tous les sujets. Bon, madame, dans la circonscription, c'est simple. Il y a la moitié moins d'immigrés que dans le reste du pays et il y a 2 fois plus de chômage. Donc vous voyez, il y a déjà un rapport que vous ne pouvez pas établir. C'est pas le sujet. Vous passez votre temps à dresser les gens contre les autres, mais c'est pas de ça dont on parle. Vous avez sorti un petit tract et vous vous êtes fait serrer, vous et vos gorilles qui les diffusez. Oui, oui, nous vous avons attrapé et maintenant vous avez une plainte. Voilà, et si j'avais pas fait ça, vous ne l'auriez pas reconnu. Madame, taisez-vous 5 minutes si vous le supportez. Madame, je ne vous reconnais pas le droit. Je ne vous reconnais pas. Oui, vous êtes stupide, toute cette équipe. Marine Le Pen. Nous avons vu qu'il vient en plein jour. Ça, attendez, madame. Laissez-le répondre. Nous ne pouvons plus avoir d'élections honnêtes si chacun d'entre nous se met à éditer des tracts avec le portrait de l'autre en mettant voter monsieur machin ou monsieur truc.
Vous avez essayé de me charger. Non, c'est plus une élection honnête. Écrivez un tract dans lequel vous dites voici ce que je reproche à M. Mélenchon sur l'immigration. Je vous répondrai, madame. Je ne suis pas, comme vous dites, un immigrationniste fou. Je crois que c'est vous qui commencez légèrement à dérailler dans cette affaire parce que vous venez de vous faire prendre la main dans le sac. Alors justement, vous allez pouvoir tous répondre. Marine Tondelier, Marine Le Pen, s'il vous plaît. La deuxième. Ça sert à rien de faire venir des Madame Le Pen, ça sert à rien. Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, et tout le monde connaît maintenant ce que vous pensez. Est-ce que grâce à ça, vous voyez, parce que si j'avais pas fait ça, personne n'aurait su ce que vous pensez. Madame, là, il s'agit d'une phrase. Est-ce que vous supportez? Au moins, là, tout le monde sait ce que vous pensez. Taisez-vous, madame. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Écoutez, madame. Monsieur Mélenchon. Et on va pouvoir juger. À l'image de ce qui est en train de se passer. On a compris. Beaucoup d'Illinois, dans nos reportages, Monsieur Mélenchon, beaucoup d'Illinois nous disent voilà, nous on est là-dedans, dans le débat, dans le règlement de compte post-présidentiel Mélenchon-Le Pen. Et ben non, les Illinois nous l'ont dit. Nous sommes finalement. Excusez-moi, monsieur, je vais vous poser la question si vous le voulez bien. Vous voulez qu'il n'y ait pas de débat? Les Illinois nous disent non. Les Illinois nous disent nous sommes pris dans cette. Les Illinois nous ont dit dans ce débat, nous sommes pris pour des souris de laboratoire. Et ils ont, vous le comprenez bien, légitimement le sentiment que vous jouez ici plus votre carrière politique que les préoccupations des Illinois. Que vous parliez comme ça. Et vous, là, vous réglez votre carrière journalistique, peut-être. Monsieur, je me fais l'écho de ce que les Illinois me disent dans les reportages que je fais sur le terrain. Et monsieur Kemel, je demande la parole depuis le début. Est-ce que vous avez ce sentiment? Madame Tondelier a demandé la parole d'abord. C'est dur avec les hommes, hein. Monsieur Kemel, soyez courtois. Elle a demandé la parole d'abord. Oui, mais alors c'est pas par courtoisie, j'ai pas besoin de la. Non, mais elle est très en retard. Ça sert à rien de faire venir des chronomètres parisiens déjà pour. Allez-y. Sur le fond, la parole, c'est un débat. Et voilà. Et donc, moi, je pense déjà qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps à perdre dans cette campagne, beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie militante à perdre dans des faux tracts, dans des guerres d'affiches, à cette équipe à temps plein, sous les ponts, dans les affichages publics, on dirait une ville sous occupation. C'est insupportable, en arrachant tout par terre, etc. Donc, en tant qu'écologiste, au niveau de la pollution visuelle, du gâchis, franchement, ça me perturbe. Et sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on instaure dans la vie d'Hénin-Beaumont, dans la circonscription, dans la 11e circonscription, un climat de travail pour s'en sortir? Je ne suis pas sûre. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pareil au municipal, c'est pareil au cantonal, c'est pareil aux législatives. Mais j'ai pas dit que c'était de votre faute. Mais nous, attendez, c'est juste insupportable. Je pense que le combat front contre front, je ne suis pas sûre que c'est ça qui sortira la circonscription de sa situation. Moi, j'ai envie de travailler main dans la main, dans le respect et dans la concentration. Et là, franchement, on s'en éloigne. Philippe Kemel, finalement, si certains dénoncent ce cirque médiatique, est-ce que finalement les socialistes n'y sont pas aussi pour beaucoup en ayant laissé pourrir des situations parfaitement inacceptables dont la justice s'occupe? En ce qui concerne cette élection, c'est bien une élection législative. Il ne s'agit pas de refaire. Oui, mais Hénin-Beaumont est dans la circonscription. Hénin-Beaumont, c'est 20% de la circonscription. Et donc, nous savons bien qu'aujourd'hui, Hénin-Beaumont a une ambition nouvelle et véritablement fait en sorte qu'il y a du développement et fait en sorte d'être auprès de sa population. Mais à vouloir rejouer le deuxième tour, le énième tour des élections présidentielles, on arrive à cette situation où on vole véritablement l'élection aux habitantes et aux habitants de cette circonscription. Ce qui est important, c'est de continuer à discuter sur les sujets de fond, les sujets. Nous n'avons pas pu dans cette première partie d'émission, par exemple, de parler du logement. Vous êtes interrogé sur le contexte de la campagne. Vous pouvez répondre. Oui, mais le contexte de la campagne, ça, c'est l'écume des jours, et je n'ai rien à faire de l'écume des jours. Pour ma part, ce qui m'apporte, c'est la santé, c'est le logement, c'est hélas ce qu'on n'a pas discuté. Et je regrette que l'émission ne s'est pas poursuivie sur les sujets de fond qui devaient être les nôtres. Oui, je voudrais juste, sur votre intervention, dire que vous avez tort de ne pas répondre. Il est important qu'on puisse savoir votre avis, car aujourd'hui, vous êtes celui qui représente le Parti socialiste, et il est vrai que vous n'êtes pas l'homme du passif, mais quand on voit la manière dont avance le Parti socialiste aujourd'hui, vous êtes devenu le candidat du poussif, un parti qui ne bouge plus. Nous avançons à votre place aujourd'hui, M. Kemel. Quant à ce que j'ai entendu ici, entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, écoutez, je ne sais pas ce qu'en pensent les habitants de notre circonscription, mais moi j'ai une formule de politique j'ai à l'esprit. Je dirais que cette formule disait ceci: le carré de l'hypoténuse parlementaire est égal à la somme de l'imbécilité construite sur ces deux bords extrêmes. Voilà où nous en sommes. Sauf que Jean Urbaniak, dans le cas d'espèce, la droite depuis des années ne s'est pas beaucoup occupée de dénoncer toutes les affaires qui ont fait qu'effectivement le Front National a progressé. Madame Marchot, depuis maintenant
20 ans. Je suis membre du Conseil général. Depuis 20 ans, je suis les politiques locales. Je n'ai pas, moi, à prendre position sur des dossiers d'affaires que je ne connais pas, qui ne me concernent pas. Ça ne concerne pas les habitants. Madame Le Pen. Quand on augmente de 85% les impôts pour payer le vol, les élus socialistes qui ont volé la population, des plus pauvres de France. Vous parlez des impôts de... Vous vous sentez pas concerné par ça? Vous parlez des impôts de où? Oh, écoutez, vous savez très bien, vous n'allez pas me dire que vous tombez des nues. Non, Madame Le Pen, donnez-moi la commune. C'est des affaires de corruption, tout le monde était au courant. Et je vais vous dire une chose, monsieur Urbaniak, si vous n'étiez pas au courant, vous aviez qu'à lire les dizaines de tracts que nous avons fait, nous, au Front National, pour dénoncer les prises illégales d'intérêt, pour dénoncer la corruption, pour dénoncer les détournements de fonds. Parce que vous voyez, moi, j'ai peut-être été parachuté il y a 6 ans, mais moi, j'ai atterri, monsieur Urbaniak. Et moi, ça fait 5 élections que je me bats. Et au Conseil municipal, je me suis battu. Et je pense que les habitants, au moins, me l'accordent. Alors, Marine Tondelier et Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, j'ai rien à ajouter. Ce que je vous dis, c'est qu'on a besoin de calme pour travailler, par respect pour les habitants. Et quand je ressens la colère de ces habitants, et je la comprends, quand on a les rumeurs incessantes de corruption et le cirque médiatique et compagnie, le bassin minier, il est fatigué, il est fâché et il devient furieux. Et ça, je le comprends. Mais je pense que même les scénaristes de Dallas, ils s'y retrouveraient plus dans cette campagne et dans cette vie politique. Jean-Luc Mélenchon, vous étiez agacé par cette question. Moi, je récuse l'idée que notre débat soit un cirque. Parce que s'il y a un cirque, c'est pas nous qui l'organisons. La confrontation politique pour laquelle je suis venu avec Madame Le Pen n'est pas un match personnel. Je ne connais pas Madame Le Pen, elle ne me connaît pas. Nous nous affrontons sur le plan des idées. Il y a une grandeur et une noblesse à s'affronter. Voilà. Elle est porteuse d'une grande thèse, et moi d'une autre radicalement inverse. Je ne me sens pas concerné par l'imbécilité des extrêmes. Ce n'est pas le sujet. Les Français doivent trancher une question. C'est de savoir si c'est l'immigré ou le banquier qui est responsable de la crise. C'est une grande question. Elle a sa noblesse. Quant à ce qu'on appelle le cirque médiatique, vous êtes particulièrement gonflé de faire ce genre de remarques. Parce que qui l'organise? C'est quand même ceux qui le pratiquent. Et j'ajoute que je trouve que là... Mais comment, madame? Voulez-vous que je vous raconte ce qu'est une promenade sur un marché précédée par 50 journalistes, 10 caméras, 30 photographes qui vous empêchent d'approcher les gens? Non. Eh bien, moi, je vais vous dire... Oui, mais moi, j'ai rien demandé. S'ils veulent tous s'en aller, je ne les regrette pas. Démocratique. Mais alors monsieur, la presse du débat. Alors ne commencez pas à dire que c'est un cirque quand vous y êtes. C'est ce que les élus tous les jours. Alors je termine. Oui, c'est ça. De toute façon, vous avez toujours raison, on connaît la musique. Mais par contre, ce qui est important, c'est que moi, je préfère qu'on médiatise ce débat entre Madame Le Pen et moi, que l'on passe son temps à aller regarder ce que fabrique Monsieur Koucheïda et d'autres. Parce que ça, oui, c'est du cirque qui dégoûte tout le monde de la politique. Tandis que ce que nous faisons, peut-être que c'est vigoureux, peut-être que le ton monte parfois. Moi, je suis un Méditerranéen. Tout le monde me voit remuer mes mains, comme beaucoup de gens qui sont ici, n'est-ce pas? Mais c'est un débat sur le fond, ce n'est pas une affaire de personne. Et c'est ce débat-là que les électeurs vont trancher. Alors arrêtez de nous parler des salades locales. Le local, nous l'interprétons à travers la vision d'ensemble que nous avons pour la patrie de tous les Français. Ça intéresse aussi les électeurs. Marine Le Pen, la Maison Flamande. J'ai même retrouvé un hommage de vous, monsieur Mélenchon. Comme il n'y en a pas souvent, vous m'avez beaucoup insulté. Donc quand vous dites du bien, est-ce que je peux en parler? Vous voyez, c'est un vieil article, vous étiez tout jeune là-dessus. Le seul parti qui réhabilite la politique, c'est le Front National. C'est-à-dire que cet article, vous ne l'avez pas trouvé toute seule. C'est Madame Trayer-Weiler qui l'a montré à une émission, et il s'agissait de me nuire. En effet, à l'époque, le journal disait une chose qui était très juste, c'est que le Front National pensait que la politique a un poids sur l'économie. Eh bien, moi, je pense que la politique a un poids sur l'économnie. Et nous sommes opposés sur de quelle façon faire peser ce poids. Parlons du Front National. Mais Marine Le Pen. Marine Le Pen. C'est pas un catch. La Maison Flamande, les François de Souche, qui sont des groupuscules identitaires, on commence à beaucoup se manifester dans la circonscription ces jours-ci. Ils multiplient les initiatives. C'est toute l'extrême droite qui vous soutient finalement. C'est plutôt un poids, c'est plutôt intéressant. Qui me soutient, vous sentez ça d'où? Mais parce qu'ils viennent sur le marché. Des gens d'extrême droite qui viennent sur le marché. Non, madame, ils viennent rencontrer le Front de Gauche, ils sont venus, permettez-moi, défendre leur candidat. Parce qu'ils ont un candidat dans une autre circonscription. Et qu'ils sont venus courir après votre cirque médiatique. Parce qu'il y avait des caméras, alors ça attire tout le monde pour essayer de se faire un petit peu de publicité. Mais ces gens-là, non monsieur. Non monsieur. Ils viennent dans la 11e circonscription parce que vous en avez fait le laboratoire et l'appartement témoin du Front National. Vous êtes bien gentil, mais je me suis battue dans cette circonscription. Vous n'étiez pas là, vous étiez au Sénat en tant qu'assistante parlementaire. Alors vous êtes mignonne, mais vous ne me donnez pas de leçons, d'accord? Ils sont venus dans l'appartement du Front National. Depuis 6 ans dans cette circonscription, vous n'y étiez pas. Je ne sais pas où vous étiez.
problème. Vous étiez assistante parlementaire au Sénat et vous l'êtes toujours. Depuis octobre, j'étais étudiante. Vous voulez intervenir, Philippe Kemel. Ce que je réfute en revanche, c'est ce que vous essayez de faire, à savoir de faire un lien entre eux et moi, alors même qu'ils ont dit tout le mal qu'ils pensaient de moi. Ça tombe bien, je pense également d'eux tout le mal. Voilà, en l'occurrence de ce monsieur du parti Solidariste dont je n'ai d'ailleurs jamais entendu parler. Ça mérite d'être éclairci sur ce plateau. Merci Marine Le Pen. Philippe Kemel. Ce débat n'est pas digne de notre population. Vraiment, depuis de nombreuses années, depuis la crise, ça fait 20 ans, 22 ans que le dernier puits a fermé. Et depuis 22 ans, nous travaillons les élus inlassablement au territoire, pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi nouveau. Et de l'emploi nouveau, il y en a. Il y a eu, donc, au niveau du logement, des réhabilitations qui ont été faites sur le système de santé. Combien nous avons travaillé pour faire en sorte qu'il y ait plus de diagnostics rapides au niveau des maladies qui sont les maladies fortes. Nous sommes dans les derniers classements au niveau de l'espérance de vie. Et ici, nous sommes une population digne qui reste debout, qui travaille, et elle mérite véritablement des propositions qui soient des propositions fortes. Le débat qui vient de se dérouler entre vous, je vous le dis, c'est un débat que vous reprenez des présidentielles. Et effectivement, parce que vous êtes fatigué des présidentielles, vous allez vers ce qui n'est pas digne de la démocratie. Vous n'êtes pas digne de la démocratie, Madame Le Pen, en agissant de cette manière-là. Vous avez vu complément d'enquête de France 2 qui dit que dans la circonscription, pour avoir un logement, il faut avoir sa carte du PS. Je vous ai pas vu poursuivre en diffamation. On va terminer ce débat. Ça c'est indigne. Ça c'est indigne. D'accord. C'est pas le débat qui est indigne. C'est le comportement de vos amis. On va vous laisser la parole à tour de rôle. À tour de rôle, s'il vous plaît. Et dans l'ordre alphabétique, nous allons vous demander 30 secondes pour convaincre les électeurs de voter pour vous dans cette semaine qui reste. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin de l'émission. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin. Vous allez, Monsieur Kemel, vous prenez la parole pour 30 secondes. Il vous reste une semaine pour convaincre les électeurs de vous envoyer au second tour. Donc, quel est votre message pour les convaincre? Vous avez 30 secondes et on fait un tour de table. Mon message, c'est de continuer sur cette circonscription à porter avec sérénité les propositions de François Hollande et de montrer que je suis le mieux placé pour, justement, au niveau de la majorité qui votera ces propositions, les mettre en œuvre sur le terrain, veiller à ce qu'elles soient particulièrement efficaces. C'est comme cela que l'on donne de l'espérance et c'est comme cela que l'on fait que l'on repousse les voix du Front National. Marine Le Pen. J'ai 4 candidats socialistes en face de moi, parce qu'en réalité, tous sont toujours appelés à voter socialiste au second tour. C'était le cas du PC, c'était le cas des Verts, c'était le cas de M. Urbaniak, évidemment c'est le cas de M. Kemel. Bon, le socialisme, on a vu ce que ça donnait dans la circonscription, c'est bon, ça fait 80 ans que ça dure, et on voit les résultats, c'est lanterne rouge sur tous les sujets. Eh bien moi je dis aux habitants, jugez-moi sur ce que j'ai fait, pas sur ce que je promets, pas sur ce que je dis, sur ce que vous m'avez vu faire dans cette circonscription, et croyez-moi que si vous me donnez le pouvoir d'être à l'Assemblée, ce sera encore plus performant, encore plus efficace. Merci Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon. Moi je vais porter à l'Assemblée nationale la continuation du grand combat de cette circonscription où est né le mouvement ouvrier. Je vous dis à tous, aimons ensemble notre patrie parce que nous la faisons ensemble. Le problème, c'est le banquier, pas l'immigré. Marine Tondelier. Moi, écoutez, c'est un message d'espoir que je veux donner parce qu'on parle toujours de notre territoire comme un territoire noir, etc. L'avenir du bassin minier, il n'est pas noir, j'en suis convaincue. On a un territoire qui est plein d'avenir, qui est plein de talent. Alors l'avenir, il n'est pas noir, il n'est pas rose non plus, il n'est pas non plus rouge. Je pense que l'avenir, il est vert, un peu sang et or, mais surtout il est vert. Et c'est comme ça qu'on sortira par le haut. Et je préfère qu'on parle de mon territoire comme du territoire de la transition écologique que comme de laboratoire ou d'appartement témoin du Front National. Ça me ferait très plaisir et je pense qu'on en sortirait par le haut. Oui, moi, je dirais simplement que je suis ici dans cette circonscription depuis 30 ans, à m'occuper des problèmes de la population. Donc pensez bien que je serai toujours présent le 17 juin, lorsque les trains seront repartis pour Paris, que les caméras auront quitté Hénin-Beaumont. Nous allons, nous continuer à travailler avec la population. C'est vrai que les marinistes vont continuer à mariner, car vous ne serez pas élu, Madame Le Pen, députée de cette circonscription. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous venez de le dire. Non, c'est chacun son tour. Qu'est-ce que vous en savez vous-même? Merci beaucoup. On s'oriente doucement vers la fin de cette émission.
moi je cause contour, pas vous. Alors écoutez, vous êtes gentil, mais soyez un peu modeste. Chacun son tour. C'est la fin de la voie libre. Alors avant de nous quitter, on regarde une dernière fois les noms des autres candidats de cette 11e circonscription. Et vous l'aurez compris maintenant qu'il était impossible d'inviter pour des raisons de clarté du débat. Si on peut remettre la palette, voilà, merci beaucoup, afin que vous puissiez identifier donc les autres candidats de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Véronique, merci. L'information continue sur France 3. Excellente journée, à très bientôt.